Bonjour, bienvenue dans les conversations, le nouveau format d'échange avec les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme d'aujourd'hui et de demain. Ce nouveau format est organisé par Singularité HFT et le magazine Hotel Lodge. Chaque jeudi à 18h, 30 minutes de conversation pour partager et donner des clés concrètes pour sortir de la crise et construire une économie touristique résiliente, prospère et à impact positif. Je suis Laurent Beaulieu, le fondateur de Singularité HFT, et pour ce 24e opus, j'ai la joie d'être en compagnie de Julien Bardet, directeur général de Shangri-La Hôtel Paris. Bonjour Julien, Bonjour Laurent. merci d'accepter de participer à cette série de conversations. Je sais que ton agenda est très chargé et que l'actualité est dense, mais pour suivre un peu le rituel de ces conversations, je voudrais savoir comment tu as vécu cette période de confinement et surtout comment tu vas, toi et tes équipes, aujourd'hui, à cet instant. Écoute, tout d'abord, merci pour l'opportunité d'être avec toi aujourd'hui. La période de confinement a été un petit peu atypique pour ma part, puisque c'était en plein confinement que nous avons déménagé avec ma famille depuis Los Angeles, où j'occupais mes fonctions précédentes, jusqu'à Paris. Donc, arrivé sur Paris début avril dans un hôtel fermé et dans une ville déserte. Et, euh, Et pour continuer à regarder les choses de manière optimiste, tout s'est amélioré depuis. Donc, nous ne sommes pas encore au niveau souhaité, mais tout va de mieux en mieux. Je te remercie. C'est effectivement une entrée en matière très singulière, arrivée pendant la crise et avec un hôtel fermé. Tu nous en diras un petit peu plus sur la gestion de ce contexte. Mais alors, tu as un parcours vraiment intéressant. Tu étais un hôtelier, on pourrait dire ça au sens strict du terme. Tu as occupé des fonctions très variées dans plusieurs groupes, sur plusieurs continents. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et les différentes étapes qui ont conduit à être aujourd'hui directeur général de ce palace incroyable qu'est le Shangri-La à Paris? Oui, bah, merci pour les compliments sur le parcours et sur l'hôtel. Écoute, moi, je suis originaire du sud de la France, de Cannes. Je suis rentré dans l'hôtellerie traditionnelle, on va dire, il y a une vingtaine d'années, à l'époque où je commençais. J'étais maître d'hôtel banquet ici sur Paris, il y a à peu près 20 ans jour pour jour. Et depuis, j'ai essayé de mener mon bout de chemin, comme tout hôtelier, pour arriver à l'une des plus belles des fonctions, qui est celle de directeur général. Donc, j'ai commencé, j'étais directeur commercial à Nice, au Méridien. Et puis, j'avais une envie de découvrir l'Asie, et l'humilité, le service que peut proposer cette partie du monde. Donc, je suis parti avec mon épouse et nos enfants sur Bali, où j'occupais les fonctions de directeur commercial de deux hôtels, le Saint-Régis et le Laguna, qui sont basés à Nusa Dua. Et après 4 ans et demi, je souhaitais avoir un petit peu plus d'exposition au niveau et continuer de nouveaux challenges. Le Saint-Régis de Bali est considéré comme l'un des flagships du groupe Marriott à l'époque Starwood, mais du groupe Marriott sur l'Asie-Pacifique. Et de là, j'ai pris les fonctions de directeur commercial puis hôtel manager du Saint-Régis de New York, Génial. avant d'aller sur Miami, euh, où là, j'ai pris des fonctions encore toujours avec le groupe Saint-Régis en tant qu'hôtel manager, sur du Saint-Régis de Bal Harbour, à Miami. Et juste après cela, j'avais eu une opportunité exceptionnelle d'avoir un premier rôle de directeur général, pour l'ouverture de l'hôtel Edition à West Hollywood, à Los Angeles, hôtel que nous avons ouvert il y a un an, avec une équipe incroyable. Et c'était un grand exercice. Et puis juste après cette ouverture, malheureusement, la crise a touché mondialement l'économie du tourisme, puis doucement les États-Unis. Mais j'avais toujours à cœur de revenir en France et de revenir sur mon pays d'origine. Donc cette opportunité s'est présentée, et je suis très honoré de la confiance du groupe Shangri-La de m'avoir donné l'opportunité de venir ici à Paris. Parcours incroyable, c'est bien, hein, et puis un Français, ce qui va dans le monde entier, donc je trouve que c'est super de revenir en plus avec tout cet apprentissage que l'on peut mettre en œuvre, donc chapeau, c'est vraiment des savoir-faire, je pense, de notre métier, de notre pays. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, tu diriges donc un joyau que je vais qualifier d'historique et architectural. C'est un lieu incroyable, c'est une marque emblématique.
c'est assez différent de tes autres expériences. Donc justement, c'est là où ça devient intéressant. Et quelles sont pour toi les spécificités historiques et les particularités de ce palace que tu diriges aujourd'hui? En quoi c'est vraiment singulier? Il y a une différence assez unique de ce fait enfin, du bâtiment en lui-même, si on part des murs. Euh, le, le bâtiment était l'appartement privé de Roland Bonaparte que Roland Bonaparte avait lui-même occupé à partir de 1896. Donc, pour donner un petit peu de contexte, le bâtiment a été construit, il a pris 4 ans pour la construction, au même moment que la tour Eiffel était construite juste à 2 pas de là. Et, euh, et pour mettre les choses en perspective, il a fallu 2 ans pour construire la tour Eiffel, il a fallu 4 ans pour construire cet hôtel particulier de l'époque. Et c'est il y a 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans maintenant, 10 ans l'ouverture, mais une quinzaine d'années que Shangri-La s'est penché sur le sujet pour en faire un hôtel. Beaucoup de, beaucoup d'investissements, encore 4 années de travaux pour le transformer d'hôtel particulier à ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense que enfin, j'ai beaucoup de privilèges et je suis très honoré de pouvoir évoluer dans un cadre aussi historique et aussi unique avec la richesse culturelle du patrimoine français, tout en ayant, je pense, les plus belles vues sur la Tour Eiffel qu'on puisse trouver sur Paris. Impressionnant, c'est effectivement un endroit très impressionnant quand on y rentre. On voit cette architecture, il y a effectivement toute l'histoire qui va avec. D'un point de vue juste technique par curiosité, j'imagine que du coup les contraintes sont, il faut être un petit peu plus souple et imaginer les choses un peu différemment puisqu'on est dans un bâtiment qui est classé. Donc j'imagine que le fait d'innover et de structurer des opérations hôtelières à l'intérieur nécessite de s'adapter. Bah, tout à fait. La volonté en fait, le bâtiment au moment de son achat n'était pas classé. Ça a été la volonté de Monsieur Cook, le fondateur et propriétaire du groupe Shangri-La, de classer les salons et certaines parties de l'hôtel dès l'acquisition pour s'assurer que ce joyau serait préservé. Alors après, il est évident que d'un point de vue maintenance au quotidien, c'est un exercice périlleux et compliqué. On ne pourrait pas faire toutes les choses qu'on peut faire dans un bâtiment qu'on pourrait considérer comme plus facile à opérer. Mais pour s'assurer que nous pourrons mettre à la portée de tout le monde, des clients de l'hôtel et de la clientèle parisienne et internationale, qu'on puisse partager cette expérience et le côté unique du bâtiment. À la rentrée, nous lancerons des tours historiques de l'hôtel Ah, qui se excellent. dérouleront en début de soirée, en fin d'après-midi, l'équipe de nos concierges. Ils sont tous clés d'or pour justement pour partager et pour partager dans une idée de patrimoine français, pour partager l'expérience et la chance que nous avons aujourd'hui, nous, d'évoluer tous les jours dans ce lieu magique. Excellent, enfin, bravo pour l'innovation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont un peu fermés à l'extérieur. Là, le fait de l'ouvrir un peu et de présenter en plus son histoire, c'est très intéressant. Puis comme le staycation, en tout cas la redécouverte de la ville par ses habitants est un peu à l'air du temps, ça sera très intéressant. Euh, Julien, tu le disais en intro, tu as pris tes fonctions en pleine crise du Covid. Alors, ça a été un choc inouï pour l'ensemble du secteur. On ne va pas revenir sur toutes les incidences que ça a eu et que ça aura. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de voir comment un directeur d'hôtel comme toi arrive, prend ses fonctions dans un palace de cette dimension en pleine crise. Comment ça se gère? Parce que ce n'est pas tant l'anecdote qui est intéressante que la façon dont, d'un point de vue management, d'un point de vue projet, comment on prend ses fonctions et comment on donne un cap à une équipe alors qu'on est en train de vivre une crise qui n'est absolument pas anticipée et pour laquelle on ne connaît pas les conséquences. Effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus facile que de prendre un nouveau challenge comme celui-là dans ces conditions. Maintenant, j'ai la chance de travailler dans une industrie qui est basée sur l'humain et mon activité, c'est pas un one-man show. J'ai une équipe autour de moi qui m'entoure, qui connaît l'hôtel depuis des années.
une équipe de professionnels qui connaissent tous les détails, les subtilités de la législation française pour laquelle il a fallu que je me remette à la page un petit peu après 10 années d'expatriation. Mais, euh, mais tout en étant bien entouré, l'idée première était d'écouter, de comprendre comment cette crise pourrait être gérée ici. La crise étant similaire partout dans le monde, je pense qu'il y a aucun de mes confrères directeurs qui puisse être directeur général d'un hôtel dans le monde qui puisse dire aujourd'hui que 2020 a été une année facile. C'était une année très compliquée pour nous tous. 2021 va être également une année difficile. Mais l'urgence était à l'écoute, l'urgence était à comprendre le marché parisien, avec une petite frustration de ne pas pouvoir assouvir ma curiosité, d'aller voir ce qui se faisait ailleurs, de découvrir les autres hôtels. En revanche, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer tous mes confrères, les autres directeurs généraux des palaces parisiens, qui, de la manière dont ils ont pu, m'ont accueilli à bras ouverts et d'une certaine manière, fraternité entre nous et solidarité dans une période difficile m'a beaucoup touché dès mon arrivée. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et pour répondre après à ta question, il n'y a pas vraiment de recette magique. L'idée étant de vraiment comprendre et de rester à l'écoute des changements et des tendances pour qu'on se prépare du mieux possible à une rentrée. Beaucoup l'ont dit, il y aura un avant et un après. Et donc, l'idée, c'était pour nous d'arriver avec l'offre la plus pertinente possible sur une rentrée qui s'annonce différente d'avant la fermeture de l'hôtel. C'est clair. Donc, une prise de fonction particulière, mais effectivement avec aussi quelques facettes intéressantes, un petit temps long. Quelle différence vous avez constatée avec les équipes sur les comportements au niveau des clients, sur les continents, les pays, les cultures, parce qu'il y a eu l'arrêt, donc j'imagine une certaine gestion de ce point-là, et après j'imagine beaucoup de questions et d'interrogations de la part des clients sur la fermeture, mais potentiellement aussi sur la rouverture, sur la mise en place des protocoles. Est-ce que du coup, de par ton expérience, mais aussi de par la clientèle très internationale de Shangri-La, vous avez observé, vous, des réactions et des comportements différents? On a remarqué après mon expérience sur le continent asiatique et les racines du groupe Shangri-La sur Hong Kong et la Chine, qui sont aussi en rapport avec l'inventaire significatif d'hôtels que nous avons dans cette partie du monde, du fait que la pandémie a touché le monde, mais de manière différente, enfin de manière similaire, mais à des moments différents, nous permettait d'avoir les enseignements qui avaient été tirés sur ce qui avait pu se passer en Chine. Donc, de ce point de vue-là, on avait ce confort, pour, à défaut de trouver un meilleur terme, ce confort de l'expérience de nos collègues dans cette partie du monde qui nous expliquaient de certaines procédures, et d'autant que enfin, ce type de pandémie, pas de cette taille, mais avait déjà touché l'Asie dans le passé. Donc, on était un petit peu plus préparés, peut-être que d'autres, à comprendre et à préparer la rentrée. Après, pour les différentes nationalités, c'est assez compliqué, ça continue à changer chaque semaine. L'approche que nous avons faite, c'était de regarder sur nos prévisions d'occupation de la rentrée Oui, et de les analyser par rapport, en les éclatant par pays, si tu veux, oui. pour faire une prévision par pays et par région du monde. Et selon l'évolution sanitaire d'un pays à un autre, nous permettre d'ajuster la voilure et d'ajuster nos prévisions au plus juste, parce que un pays peut très bien se passer aujourd'hui, peut être exposé à une deuxième vague ou à une troisième vague d'ici la rentrée. Et on voudrait savoir de manière précise quel sera l'impact sur notre activité. Il peut y avoir des pays où l'activité a repris et la pandémie est derrière eux. Mais les directives gouvernementales sont de rester et de ne pas voyager à l'international et de profiter de voyages de manière domestique. On l'a vu en Chine, on l'a vu dans d'autres parties du monde. Et donc, c'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, on essaye de prévoir et d'avoir une visibilité, mais c'est
c'est assez unique comme scénario. C'est du jamais vu, je pense, dans notre industrie. C'est clair. Donc, effectivement, pouvoir capitaliser un peu sur, malheureusement, l'expérience qui datait de quelques semaines sur les hôtels asiatiques. Quand on a préparé cette conversation, tu me disais aussi que tu étais très attaché au fait de conserver l'expérience client, qu'elle ne devait pas être altérée, que malgré ces contextes sanitaires sur des clients venant de certaines provenances ou du contexte qui a été imposé par le gouvernement français, tu étais très attaché à ce que l'expérience client ne soit pas altérée autant que possible, bien évidemment, et que du coup, tu allais très attentif aux services et aux attentions, qui sont aussi une des marques, une des montres fabriques de Shangri-La. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Parce que je trouve, un vrai challenge de se dire qu'on va garder une expérience client agréable malgré ce contexte, et je trouve qu'il y a des insights très positifs dans ce que nous avions partagé. Oui, tout à fait. En fait, ce que je voulais préciser, c'est qu'il faut, à mon avis, scinder le problème en deux. Ouais. Il y a notre responsabilité, notre obligation d'un point de vue sanitaire. Là, il y a beaucoup de changements et effectivement, on ne va plus opérer comme on le faisait dans le passé. Le port du masque est obligatoire au moment où nous nous parlons, distanciation sociale. Nous nous avons adapté et nous avons investi pour que pour que nos clients et nos employés puissent travailler dans les meilleures conditions sanitaires possibles et limiter le risque au strict minimum. Une grande campagne Shangri-La Care est actuellement aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux parce que nous sommes conscients et nous voulons faire plus que ce que beaucoup d'autres font. Nous sommes conscients de l'inquiétude de nos employés et de nos clients potentiels quant à leur sécurité et par rapport à la propreté et aux règles d'hygiène qui doivent être adaptées. Donc ça, c'est la première part. Très clair. La seconde, nous restons un palace parisien et quand nos clients viennent et choisissent de rester ici, c'est pour avoir une expérience qui ne peut être que la meilleure possible. Et donc, il y a des petits ajustements qui doivent être faits d'un point de vue opérationnel, des innovations que nous allons apporter. Mais, euh, mais la précision que nous devons donner doit être la même que celle d'avant. Il n'y a pas, enfin, il n'y a pas d'objectif de couper, en termes de coûts. Il faudrait certes rester vigilant parce qu'on, pour être honnête et totalement transparent, ça reste un business et l'activité n'est plus aussi florissante qu'elle a pu être dans le passé. Mais si on veut se donner et garder une toute petite chance de rester pertinent et de garder l'image de marque, le service et la qualité d'accueil et la qualité de l'offre que nous devons nous donner, je dirais même, ne doit pas rester inchangé, mais doit être supérieur à ce que nous faisions dans le passé. Nos clients viennent de passer plusieurs mois de frustration, de privation. Le confinement n'a pas été facile pour tout le monde. Certains ont eu plus de difficultés que d'autres à le vivre. Il est de notre responsabilité de donner un petit peu d'espoir et donner un petit peu de plaisir dès la rentrée. Bien, j'aime cet optimisme. Donc, on a bien compris la dimension non négociable et extrêmement processée de la partie qualité. Et puis, effectivement, redonner, ou en tout cas faire que cette expérience et que le moment vécu soit toujours aussi agréable, voire meilleur, pour compenser un peu ces éléments anxiogènes. Euh, c'est assez intéressant parce que du coup, là, on parle de l'expérience client. Dans l'hébergement, dans l'hôtellerie, il y a effectivement la partie dormir. Donc, j'ai bien compris tous les aspects de process, des faits il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est la gastronomie, parce que bien évidemment, on vient dans un hôtel pour dormir, mais aussi pour plein d'autres choses, et la gastronomie en fait partie. C'est un des marqueurs forts de l'offre de Shangri-La. Vous avez différentes offres, vous avez des tonalités, des variations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'offre de restauration et de comment vous allez d'ailleurs innover? Parce que j'imagine qu'on est obligé d'innover, il y a moins de clients, des clients différents. Est-ce que du coup, on transforme à la fois l'offre, mais aussi la façon de la consommer? Et je pense que c'est intéressant, avec ton regard en plus très international, ça, Ouais. ça a dû amener des choses intéressantes. Bah, si tu veux, la manière dont on l'a analysé, et j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, que même au niveau du luxe hors hôtellerie, les différents groupes du luxe avaient une nécessité de se recentrer sur une clientèle plus domestique, Ouais. alors auparavant, tous les efforts marketing étaient destinés
sur les touristes qui venaient visiter la plus belle ville du monde. Et là, je parle des plus belles marques que nous connaissons tous. Donc, sur cette réflexion-là, on a essayé également de savoir de quelle manière nous pourrions le décliner et de rendre aux Parisiens un meilleur accès, de profiter de cette opportunité, puisqu'on reste toujours dans une dynamique positive et opportuniste au sens noble du terme, et de quelle manière nous pourrions saisir cette opportunité pour faire évoluer notre offre et pour la rendre plus accessible aux Parisiens. Donc, il y a de 4 manières, nous l'avons décliné en termes de restauration. La première, c'est le restaurant de la Bohénia, qui est notre restaurant qui sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, va proposer dès la rentrée une terrasse sur les jardins de l'hôtel. Donc, Roland Bonaparte était un très, très grand botaniste avec la plus grosse collection mondiale de plantes et d'herbes au monde. Et il y a beaucoup de rappels au niveau de l'hôtel qu'on peut retrouver, des peintures de l'époque qui sont présentes dans les ascenseurs. Et ce que nous voulions, c'était de donner l'une des plus belles terrasses avec vue sur ce jardin exceptionnel et une vue sur la Tour Eiffel, et d'en donner l'accès dès le petit déjeuner, pour le déjeuner et bien sûr pour le dîner, pour la fin de l'été, pour l'été indien qui arrive juste après. Donc ça, c'était l'une des premières initiatives avec une carte fraîche, raffinée, qui rend hommage à la gastronomie française dans son intégralité. La deuxième chose que nous souhaitons faire sur la Bohénia, qui va se décliner sur l'automne et par ailleurs, c'est que le chef Christophe Moret, qui est notre chef exécutif, invitera des chefs dans l'hôtel et pour créer des pop-up. Et par pop-up, aujourd'hui, on a regardé au niveau des différents programmes télé culinaires auxquels nous avons tous été accrochés pendant le confinement, une attente de semaine en semaine de savoir quelle allait être la nouvelle innovation, quelle allait être la nouveauté, qu'est-ce qu'il y a, le nouveau plat qui allait être présenté, et peut-être pas sur un format hebdomadaire, mais un petit peu plus long que ça pour donner l'opportunité à chacun de venir et éventuellement revenir, mais sur une période assez courte, de créer des pop-up au niveau du restaurant de la Bohénia, en invitant des chefs qui collaboreront avec Christophe, et également peut-être même des innovations avec des dîners à 4 mains, où le côté unique pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le concept, c'est qu'on peut très bien aller dîner à la meilleure table de Paris chez un chef, ou dans une autre très bonne table, mais d'avoir 2 chefs qui cuisinent le même soir pour vous, c'est beaucoup plus unique et beaucoup plus atypique. Et c'est sur ce côté expérimental, nouveau, amener de la fraîcheur régulièrement, que nous souhaitons nous pencher sur la Bohénia. Donc ça, c'est sur la partie de l'offre que nous aurons ici sur l'hôtel. Par ailleurs, une offre qu'on a vu décoller un petit peu sur le confinement, avec beaucoup de chefs qui se sont lancés. Dans une première idée était d'être à l'écoute de leurs clients, c'est d'apporter une offre qu'on va appeler Shangri-La To Go. Donc, sous forme d'une plateforme, les plats que nous aurons de disponibles au restaurant, avec quelques clics, vous pourrez les réserver, soit venir les chercher ici à l'hôtel, ou on pourra vous les faire livrer chez vous, sur une offre très simple, avec une offre qualitative. Donc, tous les plats ne peuvent pas forcément, que nous avons présents sur la carte d'un restaurant, ne se prêtent pas à cet exercice. Oui. Mais en revanche, on a fait des essais, on a fait une sélection avec les équipes de restauration pour pouvoir proposer une offre pertinente et complète à ce sujet. La deuxième offre que nous souhaitons faire, toujours dans l'idée que les Parisiens voudront aussi pouvoir rester chez eux et profiter de leur appartement. Certains se sont découverts des talents de cuisinier pendant le confinement. D'autres moins, donc c'est pour ça qu'on propose l'offre à emporter. Mais avec l'idée du deuxième, c'est de travailler avec nos équipes, Maxence Barbeau et notre chef pâtissier, et de travailler sur des kits que nous préparerons et qui seront assemblés par vous-même chez vous. Donc, l'un d'entre eux pourrait être le millefeuille que le chef a préparé.
Donc, il y aura déjà le feuilleté qui sera prêt, qui sera préparé, la crème pâtissière que vous mettez dedans, le caramel préparé par le chef, tout déjà préparé, mis dans des poches à douille. Et au moment du dessert, c'est vous-même qui allez repartir dans votre cuisine et qui préparez le plat, qui le dressez pour vos invités. Donc, on facilite d'une certaine manière l'accès à la cuisine pour ceux qui ne seraient pas forcément initiés, pour ceux qui, comme moi, parfois peuvent toujours être frustrés à qui il manque un ingrédient ou autre. Ben là, tout est préparé, on aura pensé à tout. Tout arrive dans un kit élégamment présenté. Encore une fois, vous pouvez venir le récupérer à l'hôtel ou on peut vous le faire livrer chez vous. Et la troisième offre que nous souhaitons décliner, qui sera, je pense, unique à Paris, c'est compte tenu je pense, d'une inquiétude générale qui reste toujours présente de se mélanger ou de sortir, de savoir si certains restaurants ou d'autres établissements vont respecter les normes sanitaires ou si le client d'à côté les aura bien respectés lui-même. Nous proposons une offre de palace à domicile. Et l'offre de palace à domicile, elle est très simple. Il n'y a pas de minimum. On peut venir juste pour un dîner pour 2 personnes ou même pour un dîner pour une personne si vous le souhaitez. Et nous envoyons un chef chez vous. Un menu on aura préparé 2 menus qui seront déjà de 5 ou 7 plats, selon ce que vous préférez. Ça peut être complètement à la carte et préparé avec des ingrédients spécifiques que vous aurez choisis, décidés avec le chef selon la saisonnalité. Et l'idée est d'apporter une offre gastronomique de haut niveau, l'une des meilleures de Paris, avec le savoir-faire de Christophe Moret et ses équipes, mais de l'apporter chez vous. Donc, un concept de chef à domicile euh, d'un niveau étoilé qui viendrait chez vous. Donc, ça peut être des dîners pour 2, pour 4, pour 8, qui sera complètement modulable et à la carte. Donc, l'idée de base, pour être attractif et pour que vous puissiez bénéficier des meilleurs produits au meilleur prix, ça sera que seulement le chef viendra chez vous. Mais si vous voulez qu'également un sommelier vienne et vous fasse des recommandations sur votre cave, on le proposera également. Ou bénéficier de la cave, l'une des plus généreuses sur la place de Paris, de la cave du Shangri-La, on pourra aussi s'en occuper. On pourra également travailler sur l'art de la table. On pourra également même apporter la vaisselle de l'hôtel chez vous si vous le souhaitez. Tout est possible et comme toujours dans les palaces. Et notre idée, c'est de continuer à créer cette magie qui est présente dans tous les hôtels mythiques à travers le monde, mais de l'amener chez vous. Alors, je suis stupéfait. Enfin, stupéfait, donc, je ne vais pas te faire trop de politesse, mais pour autant, ce que je trouve absolument incroyable dans cette période, c'est comment des marques aussi emblématiques, avec beaucoup de rigueur dans le sens positif du terme, saisissent cette opportunité, comme tu le disais tout à l'heure, parce que c'est une opportunité, c'est Darwin, hein. Il faut évoluer pour ne pas mourir. Et donc, je trouve ça absolument fantastique de voir que vous êtes capable du coup d'imaginer une nouvelle façon d'interpréter vos talents de gastronomie, le savoir-faire de Christophe Moret, de ses équipes, et puis votre notoriété pour switcher. Donc, j'entends bien, si j'avais à synthétiser, je dirais que, en fait, du coup, Shangri-La Paris, c'est hors les murs, finalement, d'une certaine façon, en termes de gastronomie. Donc, les terrasses, les extérieurs, le jardin. Donc là, je trouve ça absolument génial de pouvoir faire le à emporter, mais aussi le à consommer à la maison, d'éduquer les gens. Enfin voilà, grand fan. Tu m'avais donné quelques petits indices pendant la préparation, mais je ne voyais pas ça aussi, j'allais dire, poussé. Et je trouve ça fantastique. Voilà, donc bravo, bravo, bravo. Transition toute faite, puisque tu m'as parlé de plateforme digitale. Parce qu'évidemment, on vit dans un monde où les choses doivent être relativement simples. Donc j'entends que je vais pouvoir aller sur une plateforme, trouver les menus, enfin les plats ou les menus qui seront proposés à emporter, ou j'imagine les kits potentiellement, et donc je vais pouvoir les commander en ligne. C'est ça? Tout à fait. Tu pourras les commander en ligne. Nous sommes en train de finaliser l'offre en termes les derniers détails pour pouvoir préciser de manière et pour pouvoir être exact, parce qu'il n'est pas de notre intérêt de promettre et de ne pas pouvoir Délivrer, tenir, ouais. et pas pouvoir délivrer derrière. C'est clair. Donc l'idée est de pouvoir commander en ligne en quelques clics
ou par téléphone pour l'offre de Palace à domicile, puisque c'est une offre qui est un petit peu plus chiadée et un petit peu plus complexe Ouais. que de commander sur les interfaces et sur les applications qu'on utilise tous d'ores et déjà en quelques clics et avoir le livreur qui arrive une demi-heure plus tard chez nous. Mais oui, on est en train, au moment où on se parle, de développer cette technologie au niveau mondial, puisque l'offre Shangri-La To Go va être une innovation qu'on va déployer de manière mondiale. Après, nous, sur Paris, on a voulu l'amener et la faire évoluer Ouais. avec les kits à monter soi-même et les kits à cuisiner et l'offre Palace à domicile. C'est super. Donc, j'entends que du coup, c'est une organisation relativement importante qui est Shangri-La, donc un groupe qui développe en quelques semaines une interface qui permet de faire du digital et donc de créer une ligne de profit qui n'existait pas avant, pour être assez pragmatique, une façon de faire évoluer son business model. Mais du coup, là-dedans, comment vous gérez la relation client? Parce que je sais que c'est un point important pour toi et pour la marque. Donc, du coup, j'imagine que c'est imaginé en termes d'ergonomique, mais il y a aussi toute la dimension de personnalisation, puisque la personne va arriver, il y a quelqu'un qui va venir chez elle. Donc, j'imagine que c'est des éléments aussi sur lesquels vous avez porté votre attention. De toute façon, pour nous aujourd'hui, de manière ultime, le plus important reste la satisfaction de nos clients. Euh, je viens d'évoquer plusieurs concepts. Il y aura aussi, pareil, au préalable, on avait touché l'expérience client dans l'hôtel. Oui. Des plateformes le font d'ores et déjà, et on les connaît, pour pas les citer, mais on ne se considère pas comme leurs concurrents, on se considère comme pour se positionner d'une manière différente, parce que des formules de plats à emporter, comme dans les restaurants que nous avions déjà avant la crise, on peut se nourrir partout dans Paris. Maintenant, c'est quel type d'expérience nous souhaitons avoir. La politique de Shangri-La est aussi très importante en termes d'environnement. On n'aura aucun contenant avec du plastique. Et pour continuer à préserver l'environnement sur une politique de plastic free, comme on dit. On n'en avait déjà pas dans nos mini-bars et on continuera sur cette lancée sur des contenants qu'on pourra proposer à nos clients dans ce sens-là. Donc, chacun, il n'y a pas de règle vraiment fondamentale et qui puisse s'appliquer à tout le monde, sinon que le résultat final doit être la satisfaction de nos clients. Donc, ce qui va là pour toi peut-être sera différent de ce qui te fera plaisir à toi, de ce qui fera plaisir à un autre. On s'adaptera et c'est ça qui fait notre différence. C'est très fort. J'entends le souci de la personnalisation systématique dans ta façon de voir les choses et de décliner. Et je pense effectivement qu'il y a des réponses techniques avec des outils, des plateformes, voilà, mais c'est effectivement la façon dont on l'utilise et dont on le décline. Tu as parlé aussi donc de la politique d'attention au plastique, le plastique free. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet sur la livraison avec l'explosion qu'il y a eu du système. On voit bien qu'il y a une prise en considération de l'écologie. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, puisque tu parlais de clients et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure aussi sur la façon de préparer la rentrée. Tu as une clientèle qui est internationale avec des clients qui viennent de nombreux marchés pour l'hébergement, une clientèle plutôt nationale et qui sera peut-être encore plus domestique pour la restauration avec les offres que tu viens d'annoncer. Euh, je crois qu'il y a des sujets qui se posent beaucoup sur comment le modèle va se passer à la rentrée et quelle flexibilité on va donner finalement aux consommateurs. Parce qu'évidemment, il y a des règles dans le secteur de l'hôtellerie et dans la restauration, mais du coup, je sais que vous avez travaillé, vous, sur des notions de flexibilité, sur aussi la façon d'aller chercher peut-être le client un petit peu plus loin que juste au desk et de remonter dans la chaîne de valeur, si j'ose dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision sur ce sujet-là? Aujourd'hui, nous, ce que nous souhaitons faire également, parce que tout à l'heure, tu évoquais la partie des staycations, c'était de profiter de ce moment unique pour le redonner d'une certaine manière et pour nous recentrer sur une clientèle qui aura besoin de peu ou pas voyager pour accéder à l'hôtel. Donc, on est en train de mettre en place, qui a été lancé même hier sur nos plateformes, une offre de staycation qui aura
comme but beaucoup de flexibilité qu'on souhaite apporter à nos clients. Donc, la première, c'est vous faites le check-in quand vous voulez. Il n'y a plus d'heure de check-in jusqu'à la fin de l'année. Yes. Vous faites le check-out quand vous le souhaitez également. Donc, c'est un check-in, check-out 24 heures sur 24. Donc, pour quelqu'un qui viendrait à l'hôtel passer le week-end, peut faire le check-out le samedi midi et partir le dimanche soir. Génial. La deuxième chose, c'est que sur cette offre que nous proposons, si vous bookez une suite et que vous habitez que vous arrivez à l'aéroport, nous viendrons vous chercher à l'aéroport ou à la gare. Pour justement, c'est à nous de faire l'effort supplémentaire et pas à vous de vous mettre dans les transports en commun ou autre, dans un moyen de transport pour lequel vous pourriez avoir des points d'interrogation quant à la situation sanitaire. À aucun moment, je néglige la manière dont nos confrères des transports ont abordé la crise. On a vu des efforts aussi significatifs qui ont été faits chez eux, mais nous souhaitons pour nos clients apporter ce côté privilégié. Si vous êtes parisien et que vous habitez 10 km autour de l'hôtel, nous viendrons vous chercher chez vous en limousine. On viendra vous chercher chez vous directement pour que vous puissiez profiter de ce moment unique pour vous évader un petit peu. Il y a un besoin dans tous les sens du terme de voyage et d'évasion et on souhaite l'accentuer. La troisième chose que nous souhaitons faire, c'est du fait de notre situation unique face à sur la butte de Chaillot et face à la Tour Eiffel, vous aurez un upgrade garanti sur une vue Tour Eiffel. C'est-à-dire que quelle que soit la chambre que vous réservez, sous réserve que vous le réserviez dans le cadre de cette offre, vous serez automatiquement upgradé dans une chambre qui a la plus belle vue sur la Tour Eiffel que vous puissiez trouver sur Paris. Donc, ce sont toutes ces petites choses-là que nous souhaitons mettre à disposition de notre clientèle pour profiter, pour donner du plaisir, pour donner de la célébration. Il y a beaucoup d'anniversaires qui n'ont pas pu être fêtés de la manière dont il se doit sur les semaines écoulées. Beaucoup de demandes au mariage, beaucoup de choses à célébrer, malgré tout dans un contexte assez morose. Aujourd'hui, ce qui nous anime avec toutes les équipes, c'est et qui nous excite un petit peu pour cette rentrée dans un environnement aussi compliqué qu'on l'a évoqué. Je ne voudrais pas revenir dessus sans arrêt. Mais pour nous, le plus important, c'est de donner du plaisir. Et aujourd'hui, c'est la frustration que nous avons dans un hôtel fermé de ne pas pouvoir le faire. C'est vraiment ce pourquoi nous sommes impatients de pouvoir réaliser de nouveau. Excellent. Julien? Ouais. Ah, je t'ai perdu un petit instant, désolé. Alors, j'ai bien compris l'extension de l'expérience Shangri-La, aller chercher les clients chez eux ou à la gare de façon à apporter une valeur ajoutée un peu plus importante. Je trouve ça extrêmement intéressant. On a beaucoup parlé de clientèle loisir. Est-ce que tu vois d'autres incidences et comment tu vois les choses évoluer pour la clientèle plutôt corporate et la clientèle MICE? Je pense que c'est des choses assez différentes, peut-être vous êtes un peu moins concerné, mais en tout cas, évidemment, il y a aussi sur ces deux segments-là des choses qui vont évoluer et je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Aujourd'hui, on a un vrai point d'interrogation sur la manière dont la rentrée va se passer de ce point de vue-là. Il y a le loisir, le besoin personnel est quelque chose pour lequel le sacrifice humain, on est prêt à faire des sacrifices jusqu'à un certain degré, Ouais. mais on a toujours un besoin de faire de célébrer. Enfin, une demande au mariage, aujourd'hui, on en a beaucoup dans l'hôtel, avec vue sur un dîner sur votre terrasse, vue sur la Tour Eiffel. Enfin, celui ou celle qui va initier la demande a de grandes chances de mettre toutes les chances de son côté en ce sens-là. C'est clair. Mais en revanche, sur la partie, on l'espère, en revanche, sur la partie MICE, il y a des points d'interrogation et pour l'instant, il est un petit peu tôt pour moi pour me prononcer dessus. On a vu un virage qui a été opéré il y a 6 mois, des plateformes comme celles que nous utilisons aujourd'hui
il n'y a qu'à voir la manière dont nous conversons aujourd'hui, c'est au Tout à travers fait. d'un ordinateur et au travers de Zoom. Peut-être que nous l'aurions fait différemment il y a 6 mois. C'est exact. Et donc, des habitudes qui ont été prises pour continuer à travailler et à maintenir une activité. Euh, le gouvernement a donné des règles précises que nous respecterons à la lettre en termes de réglementation sanitaire pour nos clients, et on compte également nous adapter, quelle que soit la manière, quelles que soient les demandes, et toujours, là encore, dans le même souci que pour la clientèle individuelle, d'assurer la meilleure qualité possible. Mais je pense que sur la partie MICE, sur la partie voyage, sur la partie responsabilité d'une entreprise à faire voyager ses collaborateurs, tant qu'il y aura une ombre au tableau, ça va peut-être être une activité qui mettra un petit peu plus de temps à reprendre que la clientèle individuelle. Je te remercie. Effectivement, c'est très compliqué. On voit bien que le contexte est fluctuant, varie. Et effectivement, on a un peu moins de tentation, si je veux dire, ou d'obligation de devoir procéder ainsi. Effectivement, toutes les technologies nous ont permis d'apprendre de nouveaux moyens d'échange. Et espérons qu'effectivement, à partir de la rentrée et peut-être un peu plus tard, reviendra un nouveau cycle sur le sujet, peut-être une autre façon d'inventer les choses comme ça a été fait. Ce qui est intéressant, Julien, c'est aussi que tu nous parles un peu de l'hospitalité de demain, de ta vision. Quel serait le conseil que tu aurais, toi, à partager et ta vision de l'hôtellerie de demain? Je sais que c'est toujours délicat de donner un conseil, mais c'est toujours intéressant de voir le prisme qui est pris par chacun et de se dire, OK, demain, je pense que l'hôtellerie sera plutôt comme ça. Et ça peut être un conseil ou un avis, comme tu le souhaites. Je n'ai pas de conseils à donner, mais mon opinion personnelle, je pense, elle se résume en 3 points. Le premier, trois que nous avons déjà évoqués. Le premier reprendra une nécessité de flexibilité, d'adaptabilité Très clair. de la part de chacun. Euh, une phase de transition sans précédent pour laquelle ceux qui ne s'adapteront pas prendront des risques, prendront des risques quant à la pérennité de leur activité. Ouais. Le deuxième point sera sur cette adaptabilité, la conséquence directe sera l'innovation. Ouais. C'est vraiment la créativité de chacun est toujours poussée dans ses retranchements quand nous sommes acculés comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans une situation comme celle qu'elle est aujourd'hui, la créativité, l'innovation en sera nécessaire. On a parlé aujourd'hui de quelques innovations que nous avions mis en place. Moins pour plaisir. J'espère qu'il y en aura. On travaille déjà sur d'autres d'ici les fêtes de fin d'année pour continuer à surprendre. Et la troisième, qui de mon point de vue est le mot d'ordre et notre raison d'être, c'est partager et donner du plaisir. Et tant que ça, ce sera que chaque hôtelier, chaque acteur de l'industrie du tourisme se lèvera le matin avec pour volonté de faire la différence, de donner du plaisir aux voyageurs, peu importe que ce soit un voyageur d'affaires ou un voyageur ou à titre de loisir ou pour du maïs. Aujourd'hui, ce qui nous anime tous, c'est cette générosité et cette volonté de donner, de partager et de donner du plaisir. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à retenir pour moi dans tout ça, c'est surtout ça. Donc, flexibilité, innovation et revenir aux fondamentaux du métier, de la générosité et le source de l'accueil. Voilà. Et que ça soit pour du haut de gamme, de l'entrée de gamme, du business ou du loisir. C'est très clair. Merci. Euh, on arrive à la fin de cette conversation et à nouveau, merci pour le temps que tu nous as accordé. Mais on a un petit rituel qu'on avait lancé pendant le confinement. Alors, je continue à la poser parce qu'aujourd'hui, avec toi, je suis ravi, Julien, parce que en fait, c'est le dernier épisode de cette première saison. On aura la joie de recommencer à partir de septembre, de continuer cette saison. Et donc, tu vas clôturer cette dernière question. Et donc, c'était quelle a été ta vraie première parenthèse de déconfinement, puisqu'en plus, tu venais d'arriver en confinement dans un poste à Paris. Donc, j'imagine que c'était une arrivée un peu particulière avec ta famille. Et donc, je suis curieux de savoir quelle a été ta première sortie de confinement dans Paris.
nous sommes arrivés, comme tu disais, en plein confinement, donc avec deux enfants qui ont grandi à l'international et qui ont véritablement jamais vécu en France. D'avoir le privilège pour nous de nous installer dans un hôtel vide et dans la suite les appartements de Roland Bonaparte lui-même, de D'accord. bénéficier d'une suite de presque 400 mètres carrés, c'était, enfin, on était conscient d'une certaine manière du privilège qui nous était donné d'être dans cette suite-là, mais le déconfinement et la possibilité dès le 2 juin de dîner dans les restaurants, c'est tout simplement la première chose que nous avons faite. C'était pour nous le premier dîner à 4 en famille à Paris et qui, puisque j'ai beaucoup de chance, avait pour l'anecdote tombé le jour de notre anniversaire de mariage. Donc, Ah, on a pu faire d'une pierre plusieurs coups et de profiter de cette première soirée un petit peu libérée à Paris et d'aller supporter dès que nous pouvions et soutenir la profession en allant dîner sur une terrasse parisienne. belle histoire. Ça revient à la célébration dont tu parlais quasiment au début, sur ce sentiment et ce besoin qu'on a d'aller passer un moment à table ou dans un endroit, célébrer des choses. Et effectivement, l'hôtellerie, la restauration de tourisme sont des éléments importants dans tous ces actes, tous ces moments qu'on vit. On arrive à la fin du coup de cette conversation. Julien, je voudrais te remercier à nouveau beaucoup pour ton temps, saluer ta créativité et puis cette fraîcheur que tu es en train d'apporter à Shangri-La Paris. On aura probablement l'occasion de se reparler sur la deuxième saison. Je suis très impatient de voir comment on va évaluer cette offre et puis le contexte nous permettra de voir. Donc merci beaucoup Julien. Merci. Merci à toi, Euh, Laurent. mais merci. Et puis, donc, moi, je tiens à remercier le magazine Hotel Lodge et Jérôme Gruget en particulier, qui nous a permis d'organiser ces conversations depuis maintenant 24 épisodes. Donc voilà, et nous vous donnons rendez-vous donc en septembre pour une nouvelle saison des conversations. Nous recevrons à nouveau des acteurs de l'hôtellerie, du tourisme d'aujourd'hui et de demain. Pour attendre, et cet été, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous lançons aussi les podcasts des conversations. Donc, vous pourrez retrouver cet été tous les épisodes précédents sur les plateformes de podcast habituelles. Je vous souhaite une excellente journée, Julien, et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée et à bientôt. Au revoir, Julien. Au revoir, Laurent. Merci.